On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour ça, je vais appeler les intervenants à me rejoindre. Benoît Quérault, qui est donc le président fondateur de Spectaculaire Allumeur d'images. Je vais appeler Patrick Prieur, qui est le directeur de 70.8 by Océanopolis, situé à l'espace des Capucins à Brest. Et Valérie Cotreau, qui est là et qui est la présidente, je vous en prie, prenez place, d'Artefacto. Vous le verrez, qui est donc une société qui travaille largement sur la modélisation 3D et justement le numérique dans les lieux de patrimoine notamment. Comme vous voulez. Un homme, une femme, un homme, une femme. Ouais, d'accord. Je vous laisse prendre un micro, comme ça vous l'aurez en main tout de suite. Je rappelais les circonstances de ce tout numérique qui est arrivé très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'effet Covid, on est obligé d'en parler. L'effet Covid a effectivement permis, alors je suis obligée de le dire maintenant puisqu'il faut rester positif un petit peu, mais a obligé en tout cas, une fois qu'on avait constaté qu'on était en manque et en appétence d'industrie culturelle, de spectacles vivants, de visites, de sorties, de voyages, de tourisme, qu'est-ce qu'on propose? Donc c'est vrai que là, le numérique est arrivé, on va dire, comme un outil qui permettait de continuer à garder de la visibilité, du lien social. On ne peut pas enlever ça aussi. Ça a permis à des tas de gens de continuer à se parler, à se voir. En 2022, je crois, mais Bénédicte Lebrun, qui ici connaît mieux sans doute les chiffres que moi, au niveau du tourisme, je crois quand même que 2022 a été une très belle année. Il y a eu d'abord une reprise un petit peu timorée à la sortie du Covid. Les gens ont eu du mal à retourner effectivement sur les lieux de tourisme et de culture. Et puis là, c'est reparti en 2022. Maintenant, il y a des nouveaux besoins qui ont été identifiés. Et le numérique, je crois, dans vos métiers, est maintenant extrêmement présent. Je vais commencer avec vous, Benoît Quérault, parce que votre spécialité, votre cœur de métier a existé avant le numérique et continue et se développe d'une manière intéressante. Donc c'était pour les gens qui ont plus de 30 ans et qui ont donc connu l'avant-Internet et l'après-Internet. On a déjà connu une révolution. Maintenant, une autre arrive. Donc, je trouvais que c'était intéressant qu'on revienne un petit peu en arrière. Vous avez créé votre entreprise en 1987. Vous proposez des spectacles de mise en lumière en dehors des lieux, on va dire, dédiés, normalement. Et vous faites ce qu'on appelle de la haute couture en images. C'est sur votre site, c'est une jolie formule. Comment est-ce que justement le numérique a révolutionné votre métier? Alors, vous avez une demi-heure. Ouais. 87, donc moi je viens du siècle dernier. Et donc je suis un homme analogique, je pourrais presque dire une espèce menacée par les temps qui courent. Et effectivement, on a d'abord travaillé d'une manière très organique avec les outils, on va dire, avec les images sur pellicule, de la diapo à la grande image, pour observer l'arrivée du numérique. On a connu ce passage très concrètement et progressivement, j'allais dire, autour des années 2000. Et donc c'est vrai que les plus jeunes d'entre nous se sont emparés comme un jeu de ces outils. Mais je défendrai toujours l'idée que avant de plonger complètement dans le numérique, avant d'être un champion du clavier, il faut avoir un regard, il faut avoir des idées pour nourrir ensuite les propositions. Et donc, on a pris de plein fouet cette révolution. On a vu le passage exact de l'argentique qu'on aime toujours et qui s'est fait doubler par les performances du numérique. Et là, bien sûr, l'agilité
que nous offre le numérique, aussi bien en termes de création qu'en termes de diffusion, ne nous a pas quittés, bien sûr. Et aujourd'hui, voilà, c'est quotidien. On peut penser que parfois, c'est un asservissement sans fin autour de, je ne sais pas si je prends une analogie de paysan, vous aviez des graines, vous pouviez ressemer. Aujourd'hui, le dispositif et le système fait que vous êtes en location permanente, en obligation d'être soumis aux dernières sorties du numérique. Et donc là, il y a quelque chose qui gratte un peu, enfin, en tout cas de notre côté, même si c'est un outil formidable. Je ne veux pas être trop long. Non, non, c'est pas ça. C'est comme c'est un outil formidable. Je voudrais en même temps que vous parlez, qu'on passe les images un petit peu de ce que vous faites de formidable avec ces outils-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on voit quelques images. Si vous pouvez nous les géolocaliser. Ah ben oui, là on est précisément à Kiev, en Ukraine. On a fait un spectacle sur la liberté en 2015 et en 2021, donc tout près de la place Maïdan. Alors ici, on se balade un peu. Vous avez reconnu Rennes. Ouais. Là, une de nos dernières fiertés, c'est un spectacle qu'on va dire immersif dans un espace de la grotte Chauvet. Grotte Chauvet 2. Alors, on est passé de la Villa Médicis à un endroit... La cathédrale de Nantes, non. Ah non, c'est Chartres. Non, vous avez fait Nantes aussi. C'est Chartres, mais on était avant en Inde, dans le nord de l'Inde, sur un palais de Maharaja. Donc voilà, mais on a une chance extraordinaire de faire ce métier. Là, on est à Ho Chi Minh, au Vietnam, Singapour, bien sûr. Et puis, je crois qu'il y a des Finistériens, c'était Trévarez. Ouais. Ils sont là. Un mariage en Inde, ouais, voilà. Ici, on est en Italie, on y retourne dans quelques jours. La fête des Lumières de Lyon, qu'on a triomphalement. Ici, un spectacle assez extraordinaire avec le Street Artist War, connu à Rennes. Donc, on essaye de plus en plus de faire... Oui, hein, vous pouvez, c'est superbe. Ah si, si, ouais. Alors là, quand on discutait justement de votre travail, de ce joli terme d'allumeur d'images, ce qui était intéressant, c'était surtout que vous m'expliquiez que là, le numérique était vraiment au service aussi d'un moment de partage, d'une communion, et que ça n'avait d'intérêt que si les gens se rassemblaient autour d'un lieu. Donc finalement, ça se passait là, mais ça, à l'écran, là, on le voit, ok, c'est bien, mais c'est ce moment partagé au moment où vous habillez de lumière ces bâtiments. Donc il y a vraiment un travail de construction sur l'identité du lieu, évidemment, qui est impératif là pour travailler comme ça. Bien sûr. Alors, c'est drôle parce que là, je vais parler d'immersif, qui est aussi un autre mot à la mode aujourd'hui. Et on considère qu'à l'époque où chacun d'entre nous a un téléphone portable, peut consommer des images du soir au matin. D'ailleurs, je lisais ce matin dans un bon journal Ouest-France que le XXe siècle a été caractérisé par l'arrivée du son et de l'image. Voilà, la radio, etc. Alors, ouais, l'immersif, j'en reviens. L'immersif, on peut prendre plusieurs sens au terme immersif. Nous, on va rechercher à être, grâce, j'allais dire, à des images virtuelles, à proposer un vrai moment de partage réel. C'est-à-dire qu'on pense qu'à la différence d'une consommation d'images personnalisées, chacun, le fait d'être ensemble face à une proposition qui traverse des murs, des arbres, différents supports, on pourra alors générer des ondes qu'on espère, un peu comme des portes ouvertes sur un monde un peu de rêve. Et Dieu sait si notre monde a besoin de rêver au-delà de son quotidien, de la rudesse des jours après jour. Et pourquoi pas d'ouvrir des portes en faisant de la qualité. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais on marie
le travail presque de moine enlumineur du Moyen-Âge. On va dessiner pierre par pierre tel ou tel monument. On connaît le nombre de pierres pour mieux, ensuite, avec le numérique, pouvoir traverser le mur, comme je le disais, raconter des histoires. En tout cas, proposer des choses qui seront peut-être à plusieurs lectures. Un gamin verra pas forcément la même chose que sa grand-mère ou un autre adulte. Et donc ce moment, dans notre société actuelle, on milite sur cette organique de la présence presque en communion devant des propositions qui laissent de la liberté aux gens et qui ne ferment pas le propos. Et donc c'est un peu notre combat et c'est un combat sans fin parce que voilà, on a besoin de rêver et on aime ça. Et si on prend du plaisir à le faire, on pense qu'au bout des tuyaux, ça doit se ressentir un peu. Alors, la neuroscience a tendance à dire aujourd'hui qu'effectivement avec les multiples sollicitations que l'esprit peut avoir, je lisais dernièrement qu'en fait c'est l'expérience immersive effectivement qui est la plus puissante pour capter aujourd'hui notre attention et de prendre le temps de s'arrêter, de se poser. Absolument. Et c'est vrai que c'est ce que propose, pour avoir vu plusieurs de vos spectacles, peut-être pas dans les Singapour, tout ça, mais à Nantes, à Rennes et à Trévarez, pour le coup, c'est vrai que c'est un moment d'universalité, en fait, Absolument. mais qui en même temps injecte de la culture, de l'éducation à l'image. Vous utilisez toujours c'est pas juste un déballage de lumière. Non. Vous racontez l'histoire. On va toujours chercher, c'est des parenthèses, effectivement, qu'on propose. On va toujours chercher du sens. Ouais. Alors, même s'il n'est pas dit, si on n'amène pas le visiteur par la main pour lui dire il faut penser comme ça c'est le boulot de la télé. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. C'est plutôt grâce à la poésie, et pas la poésie à la con comme à l'école qu'on récitait comme ça, mais la poésie qui est en fait une école du regard pour regarder les choses autrement. Moi, je pense que c'est essentiel. Et ça nous guide et j'essaye de partager ça avec toute l'équipe qui m'entoure. Alors après, on est dans un sacré monde qui bouge de partout et ça nous bouscule. On n'est pas à un paradoxe près. Alors, je vais parler 2 secondes de l'IA qui est déjà là. Donc, c'est vrai, on débat maintenant, mais c'est déjà autour de nous. Actuellement, on livre et on travaille sur une comédie musicale à Paris, qui s'appelle Spamalot, ça y est, qui vient de démarrer. Et donc, on a fait une proposition de tracking avec des complices du coin qui s'appellent NowStage et qui sont des ingénieurs avec du génie, si je puis dire, et avec lesquels on va en fait faire que le besoin en poursuite, vous savez, ces faisceaux qui suivent tel ou tel comédien, Cécile connaît bien, eh bien, va être géré par de l'IA, en fait. Et le tracking, vous expliquez ce que c'est Ouais, c'est un tracking, c'est-à-dire que au gré de l'action sur scène, les comédiens qui ont été élus seront suivis par un faisceau de lumière très précis. Et il y avait jusqu'alors des techniques avec un objet qui était repéré. Voilà. Ici, il est question de quelque chose qui est repéré par des caméras infrarouges qui vont dans plusieurs dimensions de l'infrarouge pour justement suivre ça. Et l'IA permet de calculer les déplacements en temps réel. Parce que quand vous avez 2 comédiens qui se bécotent ou je ne sais pas, qui passent, qui sautent un peu partout, et tout, enfin, c'est du sport. Et donc, morale de l'histoire, c'est génial. Et en même temps, on fout 3 mecs au chômage. Enfin bon, on est dans cette contradiction, sûrement. Il faut qu'on adopte les outils au service toujours d'une narration. Les jeunes qui rentrent chez nous, ils vont commencer par avoir un bain d'histoire. On a fait un petit musée pour ça. Mais les choses n'ont pas changé à l'arrivée. Voilà, on doit trouver les moyens de communication
c'est pas parce qu'on a des camions de technologie qu'on va faire quelque chose de grand. Et donc, c'est ce mariage, c'est cette recherche d'équilibre et de performance grâce aux outils, mais pas une finalité d'outils. Et en même temps, ce côté très spectaculaire qu'on voit et le nom de votre entreprise, c'est aussi grâce au numérique que des gens qui peut-être ne seraient jamais allés à Trévarès peut-être, ou des lieux qui d'emblée ne sont pas des capitales, des grandes capitales, où Nancy c'est un peu différent quand même. Et tout d'un coup, vous les amenez sur un lieu, parce que le numérique vous a aussi permis de faire des choses voilà, qui sont spectaculaires et les gens veulent ça. Donc là, j'imagine que, comme vous dites, effectivement, il y a 3 personnes peut-être qui auraient été poursuiteurs. Maintenant, il en a bien fallu une autre pour programmer le tracking. Et donc, on imagine aussi que, c'est pour ça que je parle de grand remplacement, ce terme-là me fait rire, parce qu'en fait, ça va tout simplement créer aussi d'autres opportunités de métiers. Mais, très certainement, mais le numérique nous permet tellement de choses fantastiques aujourd'hui qu'on ne va pas revenir en arrière. Ouais. On est sur les grands calvaires bretons, je ne sais pas, certains ont dû en voir. On était quand même sur une histoire où on avait tous les monuments étaient peints au XVIe à la période glorieuse de l'économie bretonne, mais pas que. Tous les grands monuments, le Parthénon, etc., étaient aussi peints. Et là, effectivement, on peut travailler d'une manière beaucoup plus fine avec le numérique pour venir... Parce que quand vous avez, comme à Guy Miliau ou dans d'autres 200 personnages voilà, qui racontent une histoire, chaque calvaire, c'est la même histoire, mais dans l'histoire, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'ici ou là, vous avez le sculpteur qui aura fait une caricature du curé, il y a le diable qui est en position un peu acrobatique, enfin tout ça. Et donc, on doit aller chercher sur 4 plans différents à raccorder en couleurs, les détails, etc., avec une palette de couleurs inspirée par ce qui était disponible à l'époque. Mais non, mais c'est un champ de possibles quand même assez extraordinaire. C'est génial, et puis c'est infini. Avec tout ce côté, voilà, on réfléchit quand même, on regarde, est-ce qu'on ne soit pas complètement abruti par ça, complètement consommateur de numérique pour du numérique, tout dépend de ce qu'on veut en foutre. Pas le numérique en soi, c'est ce qu'on va voir aussi avec vous, Patrick Prieur. Vous êtes donc directeur du 70.8 Bayeux-Sénépolis. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est au Capucin, un peu caché, j'avoue. Ça mériterait justement d'en entendre davantage parler, parce que moi j'étais assez bluffée par ce qu'il contient. On dit que c'est un musée ou une galerie des innovations scientifiques dédiées à l'océan. Vous, c'est pareil, le numérique n'a pas de sens en soi. Le numérique vient servir un projet, et servir un projet qui est quand même de faire venir les gens à Brest. D'abord parce que c'est aussi votre cahier des charges à Brest, et pour le coup, dans ce lieu-là, un peu particulier, qui a été réhabilité en lieu un peu de tourisme et de culture et d'effervescence. Oui, alors un tout petit mot d'introduction, parce que dans votre question, il y a plein de sous-questions. Oui, en fait. je fuse. Je voulais commencer la journée par une devinette. 70.8. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, évidemment, je sais et je reconnais quelques visages dans la salle qui savent déjà ce que c'est, donc je livre le secret. N'hésitez pas à le répondre autour de vous. L'océan, à l'échelle du globe, couvre 70,8% de la surface de notre belle planète. Et donc, derrière cette réalité scientifique et ce chiffre symbolique, nous avons voulu baptiser un musée plutôt, un musée scientifique. Donc on parle de culture aujourd'hui. Là, on est plus dans la culture scientifique pour ce qui nous concerne. Donc, on va voir des images en même temps. Ouais. Voilà, donc là, on est effectivement, on voyage aux ateliers des Capucins à Brest. Donc, alors caché, oui, bon, c'est vrai que j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais bon, caché quand même un petit peu derrière le canot de l'empereur qui est un authentique canot d'apparat. C'est pas une réplique construite à Anvers en 1810 et donc utilisé par l'empereur Napoléon, et puis Napoléon III ensuite. Et donc ce canot de l'empereur, qui est la propriété du musée de la Marine, est installé
à quelques brasses, à une ou deux brasses, pas davantage, de l'entrée du musée 70.8. Un petit mot rapidement sur ce concept 70.8, puisque finalement notre baseline c'est by Oceanopolis. Alors pourquoi by Oceanopolis? Parce qu'en fait, alors d'une part le musée est géré par la même entreprise, Brestem, qui est gestionnaire d'équipements publics à Brest, et en fait le contenu de 70.8, eh bien c'est le fruit du travail des équipes d'Oceanopolis en termes de commissariat scientifique d'une part et d'exploitation, pour le terme est vilain, mais pour ce qui me concerne. Et donc c'est un musée qui a ouvert il y a un tout petit peu plus de 2 ans maintenant, avec une ouverture initialement prévue au printemps 2020. Voilà, donc là, normalement, ça fait rire en général quand je dis ça, mais bon, 5 reports d'ouverture, quand même, ça a été assez compliqué à gérer sur le plan économique et sur le plan humain, mais bon, nous en sommes sortis, tout ça est derrière nous, et on a ouvert au public en mai 2021, fin mai 2021, donc un peu plus de 2 ans d'activité, et quelque chose comme 30 000 visiteurs payants depuis à peu près sont venus. Alors, pour en revenir au numérique, parce que c'est l'objet de notre rencontre de ce matin, j'ai la chance, un peu plus de 50 ans, je ne suis pas forcément d'une génération numérique. En revanche, le musée dont j'ai la chance d'être directeur, lui, est un musée qui, donc, comme je le disais, 2 ans et demi, est né avec, comme des enfants du même âge, avec un écran dans la main, quoi. Vous voyez, donc, la conception technologique d'un musée comme le nôtre ne pouvait pas, de toute façon, intrinsèquement échapper au numérique. Donc le numérique est partout chez nous. Il y a plus de 60 points multimédia. On a on appelle ça un tapis interactif. En fait, on a un couloir grand comme la Seine qui représente en fait un estran, cette partie du littoral qui couvre et découvre au gré des marées, en image de synthèse, avec un système de caméra qui détecte à la fois la présence et le mouvement des visiteurs et qui donc permet d'interagir sur de l'eau, qui permet d'interagir pour chasser un poisson si on marche dessus, entre guillemets, faire partir une coquille Saint-Jacques, etc. Donc on est sur ce volet précis dans une... Au service du ludique. Au service du ludique, et puis avec surtout la mission, la vocation d'entraîner le visiteur dans un musée, alors c'est un peu galvaudé comme expression, mais dans un musée du 21e siècle, quoi. C'est-à-dire que ce qui fait la richesse du musée 70.8, c'est à la fois l'écrin dans lequel il se trouve, parce que les ateliers des Capucins, ça remonte, c'est vieux, l'arsenal de Brest, finalement, on y est. Ça remonte à l'époque de Louis XIV, et les murs ont été conservés, ce qui fait qu'en fait des générations de Brestois, encore récemment, on a tous les Brestois ont quasiment dans leur famille quelqu'un qui a travaillé à l'Arsenal, comme on disait, et donc qui ont probablement arpenté le sol de mon musée, du musée dont je m'occupe aujourd'hui. Et donc l'architecte a voulu ce lien très très fort, en faisant rentrer donc beaucoup de numérique, faisant un pont entre l'histoire de ce lieu emblématique de Brest et un musée qui, je ne l'ai pas dit, il est temps de le faire, qui a pour vocation de représenter au public, d'être la vitrine finalement, grand public, des savoir-faire et des excellences maritimes du territoire breton. Donc ce musée est le fruit de la contribution d'environ 120 partenaires. Alors on les appelle partenaires, je préfère le terme contributeurs de contenu, entreprises, organismes de formation, de recherche, Université de Bretagne occidentale. Alors je ne vais pas tous les faire, il y en a 120, mais ça va de la petite start-up du Technopôle jusqu'à Naval Group, en passant par la Marine nationale ou CMA, CGM, et j'en passe, et des meilleurs. Et chacun, dans son domaine d'expertise, a apporté sa contribution pour créer ce contenu avec un gros renfort de numérique. Donc le numérique est partout et on s'en sert pour, sans jeu de mots, immerger le visiteur dans la visite d'un musée dédié à l'océan, aux technologies et aux innovations. Pourquoi est-ce qu'on parlait d'Oceanopolis tout à l'heure? Parce que, bon, Oceanopolis, on ne présente plus 33 ans, c'est au mois de juin dernier, d'anniversaire, un gros projet de rénovation là, qui s'appelle Métamorphose, qui a commencé ces derniers temps. Donc Oceanopolis, préservation des écosystèmes, biodiversité, pour faire très très simple évidemment. Nous, j'ai presque envie de me présenter comme une extension, en quelque sorte, d'Oceanopolis, extension excentrée, parce qu'on est à l'autre bout de la ville, mais 100% dédiée aux innovations et aux technologies en lien avec l'océan. Oui, mais là, on est d'accord qu'en fait, ce musée-là, s'il n'y avait pas de numérique, il se baserait sur rien. Il y aurait des panneaux, quoi. Voilà. Il y aurait des panneaux, il y aurait des films, mais il n'y aurait aucune interaction. Et en fait, pourquoi est-ce qu'un musée comme le nôtre en particulier, mais c'est vrai pour d'autres, j'ai en tête là, le musée de la Marine qui va ouvrir prochainement à Paris, qui sera aussi
un espace absolument somptueux. Pourquoi est-ce qu'un musée comme le nôtre ne peut pas se passer de numérique? Alors, il y a l'évidence de la génération du XXIe siècle, etc. Mais il y a aussi notre mission première, en fait. Et cette mission, c'est de maritimiser la société. En fait, il faut savoir que l'océan, c'est pas qu'une affaire d'océanographes ou de chercheurs ou de navigateurs ou de marins civils ou militaires. L'océan, c'est notre quotidien. Imaginez par exemple que 90% des matières que l'on porte, que l'on achète, que l'on a sur nous, ce micro, ces ordinateurs, ces écrans, vos téléphones portables, ont à un moment ou à un autre transité par l'océan. Nos frigos regorgent de molécules d'origine marine. Cette mission qui consiste à maritimiser la société et les publics, les plus jeunes d'entre eux d'ailleurs, notamment, le numérique est un levier extraordinaire, quoi. Il donne à voir et il donne à comprendre. Et à expérimenter. Qui est abstrait. Mais on a quand même besoin, être humain, de voir. Absolument. Et de sentir, d'expérimenter. Je rejoins un peu ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est que le numérique ou demain l'intelligence artificielle dans les musées ne peut pas se faire, selon moi, sans créativité humaine derrière, quoi. Ça me semble complètement évident. On est directeur du musée, on est avant tout un passeur d'émotions, quoi. Et donc, pour ça, il faut absolument que des cerveaux, des scénographes, des commissaires scientifiques, des partenaires, des directeurs du musée, très humblement, puissent justement contribuer à faire que ce contenu soit hyper accessible à toutes les générations, quoi. Pas forcément aux gens sensibles à la chose maritime, il y en a beaucoup en Bretagne, à Brest, à fortiori, mais on a aussi une vocation touristique. On a fait un très 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 bel été. Lorsqu'une famille avec de jeunes enfants venant du fin fond de l'Ardèche ou de l'Auvergne vient au Capucin, il faut être capable de lui expliquer en termes simples et vulgarisés à quel point en Auvergne aussi l'océan compte beaucoup. Donc vous arrivez à peu près, vous me disiez, pour 2023, vous pensez être à peu près à 16 000 visiteurs. Ça y est, on est installé. Oui, c'est ce qu'on va considérer comme un régime de croisière, quoi. Alors, les années fluctuent, hein, comme tous les sites couverts, on est forcément très météo-dépendant. Cela dit, je n'apprendrai à personne que la Bretagne a le vent en poupe en termes de tourisme, hein, le Finistère en particulier. 2024, ce sera une année aussi probablement très enthousiasmante. Il y a cette incroyable course des ultimes là, alors les ultimes, vous savez, ce sont ces trimarans géants qui font 32 mètres là, de long, qui ont pour particularité d'être des trimarans volants, puisqu'en fait, arrivés à une certaine force de vent, ils sont portés sur 4 plans porteurs, manœuvrés et manœuvrables par un seul homme ou une seule femme, avec là pour l'objectif de cette course, courir autour du monde pendant 40-45 jours sur un trajet Vendée Globe, hein, avec un seul bonhomme à bord et des capacités de pointe de vitesse qui frôlent les 100 km/h. Ça, donc, vous l'abordez dans le... Oui, on l'aborde. La course au large aussi est abordée. Pour la petite histoire, en fait, le parrain du musée, c'est un certain Thomas Coville. Alors, c'est pas Thomas Coville, qui est notre skipper exceptionnel, qui est le plus brestois des Morbihanais, probablement, qui est skipper historique de Sodebo, hein, donc qui a commencé la course au large avec Sodebo il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Et il a un nombre de records de victoires en course également assez impressionnant. Donc, bon, je ne le dis pas trop, mais c'est quand même notre favori, quoi. Ok, on s'égare là. Voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je parlais de l'année 2024 et de son côté extrêmement enthousiasmant sur le plan de la fréquentation du Finistère. Donc, course des ultimes en janvier, puis autre gros événement qui surgit tous les 4 ans, alors qui a été un peu interrompu à cause de ce fichu virus, mais ce sont évidemment les fêtes maritimes de Brest, qui seront encore cette année un événement somptueux dans lequel 70.8 sera évidemment partie prenante, pour 2 raisons, parce que on est un équipement touristique et donc c'est notre rôle, et puis 2, parce que les Capucins seront aussi au cœur du dispositif, donc voilà. Donc on le voit, équipement touristique, faire venir les gens, le numérique au service d'une autre manière de voir la culture, d'une autre manière de passer les savoirs. Valérie Cotreau, vous êtes fondatrice d'Artefacto, donc, qui a été fondée en 98, et vous êtes justement une spécialiste des métiers, de la conception, de la modélisation. De plus en plus, on entend dans l'industrie touristique des mots, on l'a dit, immersifs tout à l'heure, mais ils s'emparent alors est-ce que c'est du marketing pour le coup, de dire aujourd'hui on ne veut pas juste offrir des lieux d'accueil, d'hébergement, on veut offrir aux clients une expérience.
Et là, là où vous êtes et ce que vous proposez comme service, effectivement, de plus en plus, on vient vous demander, aidez-nous à faire de nos lieux une expérience. C'est valable dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, hein. C'est valable en culture, mais on a parlé d'immersif, on a parlé d'interaction aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est plus que spectateur devant, quelle que soit la forme du spectacle, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est participer. On a parlé d'émotion indirectement, c'est ce que disait Benoît, c'est-à-dire que ça provoque une émotion. Et nous, effectivement, de plus en plus, on travaille dans des dispositifs interactifs pour aider à comprendre, à apprendre sur les apprentissages, sur la pédagogie. On se rend compte aussi que finalement, moins on est passif, mais on s'en rend compte aussi avec nos jeunes, hein, sur les différentes formes de pédagogie, plus on est actif au moment de l'apprentissage et mieux on retient. Donc oui, effectivement, on travaille sur ces sujets-là depuis... alors nous aussi depuis le siècle dernier, hein, donc on est pareil, ensemble. Là. Ouais. Donc et c'est vrai que la technologie n'a eu de cesse d'évoluer. Donc on est dans cette à la fois dans cette fuite en avant, hein, que tu décrivais bien, et en même temps dans cette passion de la découverte des nouveaux outils. Donc, passer 50 ans fatigue un peu, c'est vrai aussi, mais quand même, c'est passionnant. Et on fait ça maintenant sur des... Et ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est de travailler à la vulgarisation de ce type d'outils, c'est-à-dire que très vite, on s'est dit, bon, il faut que nous, on puisse... Alors moi, ce qui me passionnait, c'était la réalité augmentée. Oui. Concrètement, expliquez-nous ce oui, que vous êtes amené à faire. Et pourquoi, et c'est quoi l'histoire? Parce qu'on en a tous, on a tous une histoire de vie et une histoire professionnelle. C'est parce que mon premier métier, c'est architecte. Et je suis diplômée de 96. Et très vite, je comprends en fait que les gens ne comprennent pas le projet. Quand on dessine un projet comme celui dans lequel on est, finalement, la compréhension du projet pour le tiers, à l'époque, en dehors de la tête de l'architecte, finalement, c'est pas très compréhensible. Et c'est le début des images virtuelles, des images de synthèse. Hein, on n'est qu'au stade de l'image, hein, à ce moment-là. Et ce que je trouve top, c'est que finalement, le numérique, à l'époque, le début du numérique, nous permet non pas un point de vue sur un projet, mais de démultiplier les points de vue sur le projet. Et ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'arrive dans ce champ des possibles-là, parce que, pour passer, tant pis pour un dinosaure, mais je suis accompagnée, c'est que moi, j'ai appris à monter les perspectives à la main. Donc, c'était pas la même, quand même. Donc, une fois que le point de vue était calé, il était calé. Si c'était raté, c'était raté. Bon, avec un modèle 3D, on fait ce qu'on veut et on démultiplie les points de vue. Et puis, on va sur du film. Et c'est le début d'autre chose. C'était le début de l'immersif, en fait, pour nous. Donc ça a été une première étape. Et la deuxième étape, c'est que on travaillait sur un projet à Paris. En fait, ça a été la Fondation Pinault. On avait le front de scène et puis il y avait la Fondation Pinault qui ne s'est pas faite. Mais on travaillait sur ce projet-là. Et je me suis rendu compte au niveau des élus que même avec un outil image virtuelle, il y avait malgré tout une mise à distance du projet et qu'il n'y avait pas une compréhension forcément très claire, très lisible de ce premier élément numérique. Et je me souviens très très bien que sur les bords de Seine, là, je me promenais sur le site sur lequel on devait intervenir, et je me suis dit, mais ce serait vraiment magique si on pouvait finalement être sur site et voir le projet comme s'il était devant nous. Dont acte. Ça a pris 20 ans. Oui. Donc, mais c'est ça, je crois que ces premières pensées-là, c'est 2003. On n'a pas de GPS à l'époque. Hein. Donc on imagine mettre des bornes sur le terrain en se disant on va se renvoyer des trucs pour géolocaliser le bazar. On n'a pas de tablette. On n'a rien de tout ça. On oublie. Hein. Donc c'est vraiment... mais c'est ça qui est super grisant à l'époque parce que c'est un territoire d'expérimentation. On a défriché vraiment là-dessus jusqu'à faire une première expérimentation sur le site de la Courrouze en se disant sur le site de la Courrouze qui était une friche urbaine importante, on s'est dit voilà, on va projeter sur le site les futurs projets au travers d'une tablette qu'on avait réalisée nous-mêmes avec l'unité centrale dans un sac à dos. Hein, c'était la première tablette à 2,5 kg. Donc, c'était pas très ergonomique. On a dit qu'on ferait pas ça après, c'était pas possible. Mais première expérience. De réalité augmentée. Exactement. Ouais. Donc, on mélange un flux vidéo, un modèle 3D qui va être localisé d'une façon ou d'une autre sur le site. Donc, et ça nous a emmenés ailleurs. Et ça nous emmène évidemment dans des expériences qui sont étonnantes.
surprenantes et qui deviennent aussi interactives. Alors, à quoi ça sert? Ça sert dans le domaine de la culture à revoir un personnage historique qui va pouvoir nous parler, qui va être à taille réelle dans un site de patrimoine. Mais ça sert aussi dans du tourisme industriel qu'on pratique beaucoup en ce moment sur tout ce qui est eau, énergie, déchets pour expliquer des process. Donc, je visualise au travers d'une tablette l'implantation de l'usine et je vais expliquer comment ça marche en fait. Donc, c'est des choses qui sont très concrètes et qui ont un vrai usage. Donc, là, vous travaillez beaucoup en Bretagne, enfin, pas que, hein, mais vous sentez que la demande est exponentielle sur la modélisation de sites patrimoniaux ou, comme vous le dites, de sites qui veulent introduire de la réalité augmentée? Alors, on est beaucoup sur l'interaction et sur l'immersif. Alors, l'immersif, nous, il se décline différemment, c'est-à-dire qu'on travaille avec du casque. Donc là, on va me dire, ouais, mais tu es tout seul dans ton casque. Dans le casque à 3D. Alors, on n'est pas complètement tout seul parce qu'on peut être aussi plusieurs dans un même espace virtuel. Alors, on est plus aussi sur des dispositifs industriels là-dessus quand même, il faut le dire, ou alors sur des dispositifs ponctuels. Mais l'immersion en casque, elle est incroyable. On a des images, je crois que vous nous avez transmises. Je ne sais même plus ce qu'on vous a envoyé, mais je ne sais pas. Mais on a un champ des possibles qui est effectivement démultiplié et qui recrée vraiment les conditions d'une nouvelle réalité, quoi. Donc, Pasteur, bah oui, sur la maison Pasteur, effectivement, on interagit avec Pasteur. Voilà, c'est la possibilité en fait de faire de l'intelligence conversationnelle, entre guillemets, du chat. Complètement. Donc, au moment où on a fait Pasteur, il n'y avait pas encore d'IA vraiment sur l'échange, mais c'est vrai qu'à revisiter aujourd'hui, on pourrait faire autre chose. Donc là, c'est des outils tablettes qui permettent aux visiteurs d'avoir du contenu enrichi sans intervenir sur un lieu de patrimoine. Et ça sert aussi souvent à ça, le numérique. C'est que finalement, il faut effectivement trouver un outil de médiation pour dire qu'il se passe des choses dans l'endroit, mais le numérique permet aussi de ne pas détruire un lieu, en tout cas de ne pas être invasif dans le lieu. Donc ça, c'est effectivement très, très important. Très innovant. Donc on fait pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, on sait que les casques 3D, justement, sont beaucoup utilisés et c'est très bien en santé numérique aussi, pour permettre de la rééducation à distance. C'est utilisé aussi dans les hôpitaux. Je voyais une démonstration l'autre fois de ces casques qui permettaient des opérations sans anesthésie générale, qui permettaient à l'esprit, on fait appel à son intelligence cognitive pendant l'opération. Ils le font beaucoup avec les enfants, je crois. Ça me fait peur. Quel est pour l'instant, vous êtes très sollicité pour quel type d'extension? Vous disiez que c'était beaucoup dans justement les projets architecturaux ou les projets de construction? Oui, alors beaucoup sur la partie tourisme. En fait, on a passé beaucoup de temps à industrialiser nos outils parce que sur la partie culturelle, on a aussi des questions de moyens. Et l'idée, c'est de diminuer les coûts de ce type de technologie. Donc, on a vraiment passé les 5 dernières années beaucoup là-dessus. Et les industriels, entre guillemets, ont financé, on va dire, des outils qui sont devenus des outils logiciels. Donc, on fait beaucoup de solutions dans le cadre de tourisme industriel pour aider les industriels à expliquer, et en agro aussi, hein, c'est-à-dire que finalement les gens sont friands de venir voir les entreprises, puis on est dans une dynamique de réindustrialisation, mais les contraintes en fait sanitaires aussi font qu'on ne peut pas forcément se promener dans un site et dans la totalité du site pour des problèmes de sécurité. Donc on a beaucoup de choses qui se créent autour de ça, avec des espaces pédagogiques qui nous permettent d'expliquer des processus. Aux énergies déchets, c'est ce que je disais, et puis aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, parce qu'on ne peut pas faire une visite d'une industrie agroalimentaire comme ça, c'est très très contraint, et on explique comment ça marche. Donc on a pas mal de solutions qui sont déclinées et en casque, et on en parlait tout à l'heure avant le début de la conférence, et en vidéo immersive sur Internet, c'est-à-dire qu'on peut aussi diffuser de la vidéo 360 sur Internet qui offre déjà une première forme d'immersion, quoi. Ouais, puis vous avez dit le mot aussi d'économie qui est importante, c'est que l'outil numérique permet aussi des économies de projet qui étaient
qui était infaisable avant. Et complètement. Nous, il faut dire les choses. Hein. C'est-à-dire que concrètement, quand on faisait une application pour intégrer de la réalité augmentée il y a quelques années, le ticket d'entrée, il était à 30 000 €. Et si on voulait mettre du contenu plus, on était entre 30 et 60. Aujourd'hui, on a des outils logiciels où, à moins de 5 000 €, on a un outil logiciel qui permet à n'importe qui d'intégrer ses propres modèles 3D, qui permet d'intégrer du média son, de l'image, à l'aide en fait, d'une plateforme, ce qu'on appelle un back-office. Donc on rend nos clients autonomes. Et pour la partie médiation culturelle, ce qui est important aussi, c'est que la demande des citoyens, des visiteurs, finalement, c'est d'avoir quelque chose qui change tout le temps. Ça. Donc, et faire une mise à jour, je me souviens, il y a quelques années, la mise à jour, c'est à peu près tous les 5 ans qu'elle était faite dans les sites de culture. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à jour un contenu texte très facilement, en interne dans le site culturel, qu'on va pouvoir effectuer la traduction très facilement, parce que les outils existent aujourd'hui. Donc, en quelques heures, on change son contenu textuel, on a une voix off dessus, c'est une voix synthétique, hein, et on l'a en plusieurs langues. Ça, c'est très important. Enfin, c'est un point qui est important qu'on le dise, c'est que ça permet aussi de renouveler les contenus. Évidemment. De mettre en valeur, et juste Benoît, je vais vous redemander 2 minutes de réagir à ça, de mettre en valeur des sites effectivement qui n'auraient pas eu l'économie pour pouvoir le faire et de ramener les gens sur des endroits qui étaient un peu désertés. Et puis aussi cette possibilité quand même de traduction. On en parlera peut-être cet après-midi parce que traduction pose la question aussi de la langue et des langues régionales, mais encore une fois, le numérique est au service de l'être humain. Donc si l'être humain a la volonté, le numérique il l'aura, hein, il obéit. Mais ma question c'était juste par rapport à l'évolution qui arrive. Là vous travaillez avec donc des technologies de pointe. On arrive là beaucoup aux drones dans les spectacles maintenant de lumière. Est-ce que de toute manière, vous êtes obligé de vous emparer aussi de ces technologies-là? Vous et dans votre métier de scénographie, on attend de vous la pointe de la pointe. Ouais, quelque part, mais nous, on va dire qu'on ne va pas faire la course à l'échalote là-dessus. Aujourd'hui, la tarte à la crème, c'est le drone. Alors, je pense qu'ici ou là, partout, on voudra faire du drone. Le drone, OK, mais c'est juste un effet. Là, ils vont se gaver, les mecs en drone. Là actuellement, ça marche. C'est vrai. Alors, il faut savoir qu'un spectacle de drone, en principe, ça ne décolle pas à partir de 18 km/h. Donc, oui, en Bretagne, c'est pas toujours... le vent, oui. Pas toujours de vent, pardon. Oui. Mais, alors, pour rebondir sur l'aspect économique, parce que... Moi, je m'inscris complètement dans l'idée culture et économie. Comment est-ce que, justement, pendant un temps, de mettre le patrimoine, c'était un secteur de dépenses pour les élus. C'était pas terrible politiquement, etc. Et donc, jusqu'au jour où, dans les années 80, justement, quand on est arrivé, ma chère, voilà, c'est devenu politiquement intéressant. Et les élus se faisaient réélire parce qu'ils mettaient en valeur leur patrimoine. Donc c'est un outil d'attractivité aussi. D'attractivité terrible. Et puis même, une petite expérience qu'on a connue, et au passage, merci le numérique encore, on a été dans les pionniers à faire par exemple un projet sur Nancy, la place Stanislas, une des plus belles de France. On a aperçu sur les images tout à l'heure. Et en tout cas, pourquoi le projet il a continué? Première année, sur une période de 100 jours, du 15 juin au 15 septembre, ça a réuni à peu près, selon l'organisateur, 100 000 personnes. 15 ans après, là on a lâché l'affaire parce qu'il faut qu'on se renouvelle, 700 000 personnes sur la période. Énorme. Là, énorme. Les champions des chiffres ont regardé ça et ils ont dit que ça faisait plusieurs millions d'euros qui retombaient dans l'économie locale. Est-ce que vous connaissez beaucoup de secteurs où, dans la temporalité d'une commande en début d'année, une diffusion sur l'été,
vous êtes capable d'avoir un retour aussi puissant. Parce que la mise de départ, hélas, elle n'est jamais bien épaisse. En tout cas, pas assez. Tu passes des messages. Je passe un petit message. Et du coup, ce que je voulais dire, le numérique nous a permis d'être pionniers sur ce coup-là, notamment parce qu'on a développé le pilotage à distance. C'est un projet que qu'on met en place, bien sûr, et ensuite, on est capable d'intervenir dessus en temps réel. C'est chaud, hein, quand on a 5 000 ou 10 000 personnes devant le bazar. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Mais le numérique peut le faire. Et donc, c'est vrai que c'est une expérience très puissante et incroyable. Mais ce côté, bien sûr, qui génère voilà, des choses comme ça. Et enfin, tu parlais sur des musées, des expériences musées qu'on a tous. C'est vrai qu'on dépoussière le XXe siècle. Ouais. Et on renouvelle aussi les visiteurs parce qu'il faut attirer les générations avec les outils qui les attirent. Alors, l'emmerdement, c'est que les visiteurs, ils commencent à être cultivés. Donc, oui, ils en veulent toujours plus. Ils en veulent. Ouais. Donc, il nous faut un peu les piéger parce que voilà, il y a cette espèce d'emballement à toujours en vouloir plus, à chercher l'effet waouh, drone par exemple. Ouais. Mais ça va se calmer une fois qu'il y en aura eu un peu partout. Les gens seront blasés. Pour les 14 juillet, etc. Bon. On va être obligé d'arrêter parce qu'il y a les ateliers à suivre. Mais, non, mais c'est très intéressant. Non, au contraire. Ça veut simplement dire que la technologie, au bout d'un moment, on a cette éducation à la technologie. On sait comment elle fonctionne. Maintenant, si les contenus humains qui sont donnés à la machine ne sont pas renouvelés, s'il n'y a pas un peu de poésie, aller chercher des lieux, d'autres manières de montrer ces lieux comme vous le faites avec Artefacto ou le musée 70.8 qui va effectivement être... L'avantage, c'est que vos contenus vont aussi se renouveler en fonction des recherches scientifiques, des résultats du GIEC et de tout ça. Ce serait peut-être 70.9 l'année prochaine, faisons attention. Mais voilà, c'est intéressant de se dire que là, on est quand même sur une première partie de la journée qui nous rappelle que le numérique est au service aussi de... Voilà, c'est un moyen, c'est un outil. Par contre, c'est un outil formidable d'ébullition. Pour le coup, c'est ce qu'on a mis dans le titre de cette table ronde. Merci beaucoup. C'était passionnant. Dommage, on n'a pas beaucoup de temps, mais merci à vous.